Merci beaucoup. Alors j'explicite tout de suite mon titre. Qu'est-ce que ça veut dire matière de Pouille? Ça fait référence à une habitude des spécialistes de la littérature médiévale qui parlent de matière de Bretagne pour parler de l'ensemble des cycles, notamment autour des romans arthuriens ou des chevaliers de la table ronde, et qui ont comme décor territorial la Bretagne, c'est-à-dire la Grande-Bretagne actuelle. Et donc l'objet de cette conférence est de vous présenter l'émergence dans la littérature médiévale au tournant des XIIe et XIIIe siècles d'un nouvel espace romanesque, espace territorial identifié, et c'est pour ça qu'on a appelé cela la matière de Pouille. Alors dans cette conférence, comme c'est une conférence du cycle chercheur à la BU, j'ai surtout voulu faire une conférence de méthodologie, c'est-à-dire qu'on va retracer pas à pas comment nous en sommes arrivés là. Je dis nous, c'est pas un pluriel de majesté, c'est parce que c'est bien un travail à deux personnes. Donc moi qui suis historienne et spécialiste de l'Italie du Sud médiévale, et une collègue, Michel Skilnik, qui est spécialiste de littérature médiévale. Et donc c'est un peu une question de comment est-ce qu'on fait vraiment quand on a un objet unique avec deux regards différents, comment ça se passe en fait, comment on interagit entre des universitaires de champs et de spécialités différentes pour essayer d'aboutir à un résultat scientifique. Comme souvent, en fait, les choses sont nées d'un dîner où, avec Michel, Michel m'annonce qu'elle a découvert dans un texte une reine de Pouille. Et j'étais un petit peu interloquée parce qu'il n'y a pas de royaume de Pouille, et donc on a creusé ensemble la chose. Alors, tout vient donc de ce point de départ que Michel Skilnik a appelé l'énigme de la reine de Pouille, rencontrée au cours de sa lecture du roman de la Rose de Jean Renard, que j'appellerai par la suite de son autre titre, du Guillaume de Dole, pour ne pas qu'on le confonde avec l'autre roman de la Rose qui est mieux connu. Et donc dans le passage suivant que vous avez ici sur la diapositive, avec à gauche le texte en ancien français, puis à droite la traduction en français actuel, eh bien on a à la fin de ce roman du Guillaume de Dole l'héroïne qui s'appelle Liénor et qui est revêtue d'une magnifique robe tissée et brodée à l'aiguille par une reine des Pouilles, une reine de Pouille. En réalité, le texte n'est pas très clair parce qu'on a l'impression qu'il a été tissé par une fée et brodé par une reine, et des personnages qui apparaissent juste à ce moment-là, c'est juste une annotation, une digression, et des personnages dont on ne sait absolument rien. Et évidemment, avec Michel, on s'est demandé qui était cette reine des Pouilles qui a œuvré pendant 7 ou 8 ans sur cette robe pour se distraire, enfermée dans ses appartements, comme dans le Gynécée d'ailleurs, ça rappelle le Gynécée où Liénor, au début du roman, vit avec sa mère à l'abri des regards et où elle brode elle-même des objets magnifiques, en particulier liturgiques. Il se trouve que dans les commentaires, qui sont nombreux des spécialistes de la littérature médiévale sur ce passage, personne ne s'est posé la question de cette reine de Pouille. Et il est vrai qu'en plus, le roman se déroule en grande partie dans la principauté de Liège et met en scène un empereur allemand, Conrad, celui-là même que Liénor va épouser. Donc on est plutôt dans une Europe du Nord, donc qu'est-ce que vient faire la Pouille méditerranéenne dans ce jeu-là? Alors, la date du Guillaume de Dole, comme vous le voyez, il y a eu plusieurs dates de composition et de rédaction proposées, avec de nombreuses hypothèses. Alors, mais vous voyez bien qu'on tourne à peu près autour des mêmes dates, mais si je vous en parle, c'est parce que ce ne sont pas uniquement des chicaneries de spécialistes, c'est que les propositions de dates, elles sont étayées par chacun des chercheurs sur la base de références qui pourraient être rapportées à des événements historiques, c'est-à-dire se servir d'un ouvrage de fiction, ou plutôt des éléments
un peu historique qu'il y aurait dedans, il y a eu un empereur Conrad, effectivement, il y a eu une principauté de Liège, Aliénor, ça fait penser à Aliénor d'Aquitaine, bien entendu, mais à partir de différents détails du roman, comment essayer de voir quelle date on peut fixer à la rédaction. Et donc derrière ces différences de dates, il y a des différences de méthode et d'usage, de repères chronologiques et historiques pour dater une œuvre de fiction. Alors, j'en reviens maintenant à ma Pouille et à cette précision concernant une reine de Pouille qui n'apparaît plus comme un détail si insolite quand on constate la présence de plus en plus forte de cet espace dans la littérature au tournant des XIIe et XIIIe siècles. Alors évidemment, cette enquête sur la présence de la Pouille, elle a été faite par ma collègue Michel, et qui a donc enquêté. Et voilà, vous avez ici une liste non exhaustive d'ailleurs d'un certain nombre d'ouvrages de fiction qui évoquent la Pouille. Donc en particulier à la fin du XIIe siècle, deux romans de Hugh de Roteland, Hippomédon et Prothésélaüs, et qui prennent la Pouille comme un espace essentiel ou mineur, cela dépend de la narration. Hippomédon est le fils du roi de Pouille, Hermogène, et Hermogène était devenu roi de Pouille parce qu'il avait épousé la reine de Pouille. Donc déjà, il y a une reine de Pouille. Hippomédon, après de multiples aventures, va finir par épouser la fille du roi de Calabre, la Fière, et le mariage est célébré à Barlette, c'est-à-dire l'actuel Barletta, effectivement en Pouille, et où le roi de Pouille, Hermogène, tient sa cour. La Pouille est donc le lieu d'origine du héros et le lieu où il retourne à la fin de l'histoire, mais à part ces évocations, elle ne joue pas un rôle majeur puisqu'une bonne partie du roman se déroule soit en Calabre, dans les terres de la Fière, sa future fiancée, soit en Sicile, à la cour du roi Méléagère. Dans le second roman de Hugh de Roteland, Prothésélaüs, on a l'histoire des fils d'Hippomédon. La Pouille a échu à l'aîné, Daunius, et la Calabre au cadet, le héros, Prothésélaüs. Daunius réside à Barlette. Et donc le roman va raconter, entre autres, la guerre fratricide de Daunius et de Prothésélaüs, qui est provoquée par les médisances d'un méchant sénéchal. Les frères finissent par se réconcilier. Et après la mort de Daunius, Prothésélaüs épouse Médée, ce qui est quand même pas anodin, qui est alors la veuve du roi de Sicile Méléagère, qui était déjà présent dans Hippomédon. Et Médée était allée s'installer en Crète, sur l'île de Crète, en Grèce, et puis le couple revient s'installer en Pouille, où ils sont couronnés et passent le reste de leur vie. Dans ces deux romans, on a des villes de Pouille qui existent encore d'ailleurs, qui sont mentionnées, Barletta, Otrante, Brindisi, mais il n'y a pas plus de couleurs locales que dans Hippomédon. Dans le roman anonyme Guillaume de Palerme, qui daterait des années 1220, mais on ne sait pas exactement, Guillaume, le héros, est le fils du roi de Pouille, Ambron, et de Félise, fille de l'empereur de Grèce. Et Guillaume deviendra à son tour roi de Pouille et de Sicile, mais également empereur de Rome, en épousant Méliore, la fille de l'empereur de Rome. Et enfin, vous avez un autre roman, Florian et Florette, pour lequel on avance souvent une date de rédaction autour de la deuxième moitié du XIIIe siècle et qui met en scène un héros nommé Florian, le fils d'Héliadus, lequel Héliadus règne sur la Césie, Calabre et Puy. Comme vous voyez, Florette, elle, l'héroïne, est la fille de l'empereur de Constantinople, et quand les barons de l'empereur de Constantinople l'encouragent à donner Florette en mariage à Florian, ils lui font miroiter qu'elle recevra la Sicile et qu'elle sera dame de Pouille et de Calabre. Alors, que déduire de cette première petite enquête et de ces quelques exemples? C'est que la Pouille est un royaume, souvent associé à la Calabre et à la Sicile, mais elle en est bien distinguée. Et ensuite que la Pouille peut signifier un territoire bien plus vaste que ce que nous appelons à l'heure actuelle les Pouilles dans l'Italie contemporaine. Par ailleurs, dans l'ensemble de ces romans, puis vous voyez quelques autres titres où apparaît de temps à autre le nom de Pouille, la Pouille est toujours présentée comme une terre riche dont la possession est enviable. Elle est notamment riche d'or et elle reçoit beaucoup de qualificatifs élogieux. Bref, donc ça c'est la partie enquête de Michel, ce qu'une littéraire, une spécialiste de littérature médiévale fait avec l'ensemble de ces occurrences.
Et donc intervient ensuite l'historienne qui se pose la question suivante: comment se fait-il que, à la fin du XIIe et au XIIIe siècle, la Pouille a acquis dans l'imaginaire romanesque un statut d'espace identifié politiquement? Et comment expliquer cette apparition dans les consciences occidentales, on est chez des auteurs de romans français, donc on est plutôt dans l'espace ce qu'on appellerait nous franco-britannique, Plantagenet, Capétien. Comment expliquer cette apparition d'un espace qui, il faut bien le dire, avant le XIIe siècle, avant le XIe plus précisément, n'avait pas d'identité propre. Il faut bien se rendre compte que, donc vous avez une carte qui est de ma main d'ailleurs, qui sert juste à situer un petit peu les choses au milieu du XIe siècle. La Pouille n'existe pas avant, comme telle, avant le XIe siècle. On parle de, comme vous le voyez sur la carte, de Catépana d'Italie, qui est une province de l'Empire byzantin avant l'arrivée des Normands. On parle de Longobardie. Bref, on ne parle pas de Pouille, ça n'existe pas. Ça existe à partir du moment où l'empereur germanique s'en sert pour fidéliser des conquérants opportunistes, enfin des opportunistes de manière générale, qui peuvent servir les prétentions que l'empereur germanique a sur l'Italie du Sud. Henri II va donc concéder le titre de duc de Pouille vers 1020 à un rebelle à l'autorité byzantine qui vient de la ville de Bari, en Pouille, qui n'existe pas, la Pouille, qui s'appelle Mel. Alors, ça a une existence complètement virtuelle, c'est juste un titre, en fait. Le titre réapparaît plusieurs fois de manière un peu sauvage. En gros, à cette époque-là, la zone est contestée entre l'empereur germanique, l'empereur byzantin, les Normands qui arrivent en conquérant et qui vont effectivement conquérir l'ensemble de la région, et puis le pape qui commence à mettre son nez dans ces affaires-là pour évidemment en tirer un privilège politique. Bref, donc à la fin des opérations, il y a un de ces conquérants normands qui s'appelle Robert Guiscard et qui, au bout de plusieurs combats, victoire contre l'empereur byzantin, etc., est investi en 1059 par le pape Nicolas II du titre de duc de Pouille et de Calabre et de, à venir, la Sicile, puisque la Sicile n'est pas encore conquise en 1059. Donc, grosso modo, le titre de duc de Pouille, qui est la première apparition en fait du mot Pouille, la première fois où ce terme devient un terme institutionnel qui désigne un territoire bien défini, eh bien ce terme naît en 1059 et il naît dans la compétition entre les empereurs de Byzance, l'empereur germanique, les Normands et la papauté. Il est donc le reflet de ces grands bouleversements géopolitiques du milieu du XIe siècle avec l'arrivée des Normands en Italie du Sud. Alors ce titre va perdurer. Notamment, donc, le duc de Pouille, Robert Guiscard, va avoir un fils, puis un petit-fils, qui seront l'un et l'autre ducs de Pouille. Et à la mort du deuxième, donc du petit-fils de Robert Guiscard, qui s'appelle Guillaume, donc en 1127, le titre va être récupéré par Roger II, un neveu de Robert Guiscard. Et en 1130, Roger II parvient à unifier l'ensemble des terres d'Italie du Sud qui ont été conquises par différents conquérants normands. Et en 1130, il crée le royaume de Sicile qui englobe donc l'ensemble de ses possessions. La titulature complète de Roger, ce n'est pas roi de Sicile, c'est roi de Sicile, du duché de Pouille et de la principauté de Capoue. Tout ça pour dire que, alors, ça va rester la titulature du roi de Sicile après Roger II, c'est-à-dire Roger II va avoir un fils, Guillaume Ier, puis après ça sera Guillaume II, etc. Ensuite, le titre va passer à Frédéric II, et en 1212, Frédéric II simplifie en roi de Sicile tout court,
Mais ça veut dire que, grosso modo, jusqu'au début du XIIIe siècle, la Pouille est bien une entité politique, un duché, intégré dans le royaume de Sicile. Elle brille donc d'une identité propre au sein du royaume de Sicile, un statut qu'on retrouve de fait dans tous les décors politiques factices des romans que je vous ai cités, où le duché de Pouille est associé à la Calabre et à la Sicile, qui sont les trois principales régions du royaume de Sicile, mais sans être jamais confondu avec ces régions. Bref, l'hypothèse qu'on peut faire, c'est que la création d'un royaume tout neuf en 1130, la création d'un royaume, de manière générale, c'est un fait extrêmement rare. Au XIIe siècle, au long du XIIe siècle, il y a eu 3 royaumes qui sont créés successivement. Le royaume de Sicile, avec son duché de Pouille, le royaume du Portugal et le royaume de Jérusalem. Donc, ce sont des événements et des faits qui peuvent frapper évidemment les élites occidentales et qui justifient l'intégration de la Pouille dans l'imaginaire des romans fictionnels. Et donc la participation de la Pouille à ce fait tout à fait rare, l'érection d'un nouveau royaume, constitue une sorte de révolution symbolique, si on veut utiliser les expressions de Pierre Bourdieu, et qui a pu polariser l'attention, créer des attentes et nourrir l'imaginaire. Cependant, il n'y a pas de roi de Pouille ou de reine de Pouille, forcément. La Pouille est un nom connu, mais l'imaginaire fictionnel, la littérature, va rehausser le positionnement institutionnel de la Pouille et la faire passer d'un duché à un royaume. Pourquoi une telle amplification ? D'abord parce que, très probablement, le fait d'être une reine, c'est plus prestigieux qu'être duchesse. Et on sait combien la fiction aime bien hyperboliser les institutions. Mais aussi, et j'y reviendrai, peut-être parce qu'on a une reine de Sicile à la fin du XIIe siècle qui a d'abord régné sur la Pouille, qui s'appelait Sibylle, qui était l'épouse du prince de Tarente, Tancrède, et lequel est devenu roi de Sicile à la toute fin du XIIe siècle, tout en gardant des liens extrêmement étroits avec la Pouille dont il provient. Je reviendrai ensuite sur cette figure. Je précise simplement qu'un texte germanique, la chronique d'Othon de Saint-Blaise, au début du XIIIe siècle, mentionne Sibylle comme reine de Pouille. Donc c'est quand même quelque chose qui apparaît, c'est dénué d'existence institutionnelle, mais l'expression apparaît dans des textes, dans des chroniques. Alors, par ailleurs, ça je passe. Par ailleurs, dans certains textes du XIIIe siècle, le terme Apulia, ça veut dire en fait royaume de Sicile. On s'en aperçoit, par exemple, dans l'expression Puer Apuliae. L'expression de Puer Apuliae, c'est une expression qui a été inventée pour désigner Frédéric II. Frédéric II, alors qu'il n'était pas encore empereur, il était roi de Sicile, et dans l'expression de Puer Apuliae, ce que veut dire Apuliae, c'est toute l'Italie du Sud, c'est tout le royaume de Sicile. À partir de 1212, Frédéric II, roi de Sicile, veut le titre d'empereur, et il a un opposant qui s'appelle Othon IV de Brunswick. Et les partisans d'Othon IV, en fait, utilisent l'expression de Puer Apuliae, ça veut dire en fait le gamin, quoi. C'est vraiment un petit gars, Puer Apuliae, c'est une expression de dénigrement qui veut se moquer de ce gamin qui vient provoquer le véritable empereur, Othon IV, et donc, c'est pour le rabaisser, mais il n'empêche qu'on ne dit pas Puer Siciliae, mais on dit Puer Apuliae. Et puis, il est vrai, l'expression de royaume de Pouille apparaît de manière tardive dans des documents officiels. Je passe les détails, mais pour désigner l'ensemble du royaume de Sicile. Il y a donc une double circulation, à la fois littéraire et officielle, de l'expression de royaume de Pouille, qui a pu, par le biais de la diffusion d'œuvres poétiques ou politiques, se répandre dans l'Occident latin durant tout le XIIIe siècle. Moi, ce qui m'intéressait, et ce qui intéressait aussi Michel, c'est cette manière de voir dans la Pouille un territoire du merveilleux. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une terre royale
Son nom fait surgir la féerie, le merveilleux, le surnaturel. Ce sont des fées qui brodent, très souvent. Dans le Guillaume de Palerne dont je vous ai parlé, ce roman anonyme, la Pouille, c'est le lieu où se réfugie Alphonse, le fils du roi d'Espagne, changé en loup-garou par sa marâtre. Et c'est là qu'il emmène Guillaume, le héros, Guillaume de Palerne, qui veut dire de Palerme en fait, et Méliore, la fille de l'empereur de Rome, quand leurs projets amoureux sont contrariés et qu'ils doivent fuir la cour de Rome. La Pouille, c'est la terre de brodeuses exceptionnelles, parmi lesquelles des fées. Donc c'était le cas dans le Guillaume de Dole, l'ouvrage dont tout est parti, toute cette enquête est partie, mais on a d'autres citations qui jouent en plus dans la prononciation de l'ancien français de la rime entre aiguille et pouille. Donc en fait, nous on fait la différence, on prononce plus pareil, mais c'était aiguille et pouille. Et donc on fait rimer les deux mots. Et très souvent, on accole, enfin, c'est pour dire d'une broderie qui est l'œuvre d'une fée ou que c'est un ouvrage tellement merveilleux que véritablement, enfin, c'est exceptionnel. Enfin voilà. Donc là, la Pouille est vraiment reliée à des brodeuses ou des tisseuses, des tissandières qui ont des qualités exceptionnelles, voire sont des fées. Alors, d'où la Pouille pourrait-elle tirer cette image? Et là encore, en fait, on va repartir du fictionnel pour essayer d'arriver à l'historique pour voir les correspondances. Il n'est pas aisé d'identifier les sources de cette image de merveilleux, de féerie, de magie qui est colportée par la Pouille dans ses productions littéraires. La première idée qui m'est venue à l'esprit, c'est de se demander s'il y a un usage particulier en Pouille de la magie, de l'astrologie ou des horoscopes. Donc j'ai interrogé un collègue, il s'appelle Jean-Patrice Boudet, qui était professeur d'histoire médiévale à Orléans, qui est très spécialiste de l'astrologie, la magie et les horoscopes. Et il m'a dit, bah non, en Pouille c'est comme ailleurs, enfin, on a autant de manuscrits, ni plus ni moins, on fait des horoscopes des souverains, mais on les fait partout, enfin voilà. Donc il n'y a rien de spécifique à la Pouille là-dedans. Alors je me suis dit, ah, bah, ça vient peut-être de la médecine, parce que dans les textes du XIIIe siècle, quand on parle de magie, d'ailleurs on parle de Frédéric II en disant qu'il était très savant dans la magie, c'est pas qu'il était un grand magicien, c'est qu'il était très savant en médecine. C'est d'ailleurs amusant de voir la corrélation. Il se trouve qu'en Italie du Sud, au Moyen-Âge, bah, il y a en Pouille médiévale, vers Salerne, il y a une école de médecine. Enfin, il y a un lieu qui est un lieu d'interface, parce que c'est des zones où circulent des textes en arabe déjà, des textes en grec, puisqu'il y a l'Empire byzantin pas loin. Et donc, il y a eu à Salerne un milieu très propice à la médecine, et ce qu'on a appelé l'école de médecine de Salerne. Alors, ce n'est pas une école, mais disons un endroit où on a eu les premières traductions de l'arabe ou latin, en fait, de textes médicaux, et avant tout le monde, en quelque sorte, dès le XIe siècle. Donc, est-ce que ça pouvait être lié à ça? Bah, c'est plus ou moins, c'est quand même difficile, en fait, de passer de la médecine à la broderie par des fées. Donc, je me suis dit, bah, il faudrait peut-être aller chercher ailleurs, et pourquoi pas enquêter sur la fascination à l'égard des étoffes orientales dont ces récurrentes fées brodeuses de Pouille pourraient être la manifestation, et que l'imaginaire occidental situerait volontiers dans une région qui a un riche passé byzantin, qui appartenait à l'Empire byzantin jusqu'à la fin du XIe siècle, et qui, de toute façon, la Pouille a maintenu, même une fois qu'elle a été arrachée à l'Empire byzantin, elle a maintenu continuellement des relations de commerce avec l'Orient méditerranéen en général et le monde byzantin en particulier. Une petite digression, en 1087, des marchands de Bari en Pouille vont voler à Smyrne, dans l'actuelle Turquie, le corps de Saint Nicolas. Saint Nicolas de Myre, il le rapatrie à Bari, c'est le grand saint, on construit une basilique, enfin on en fait on en fait des caisses, mais c'est parce que... Et pourquoi est-ce que des marchands de Pouille vont voler le corps de Saint Nicolas de Bari dans l'Empire byzantin? Mais parce qu'en fait, ils n'arrêtent pas de naviguer entre les deux. C'est juste la manifestation de l'intensité des relations commerciales entre la Pouille et l'Empire byzantin. Et voilà, et le vol de reliques, c'est une pratique tout à fait importante au Moyen-Âge. En d'autres termes, l'intervention de fées brodeuses sur des tissus somptueux
pouvait être la manifestation, la transposition romanesque de la forte impression que les tissus originaires du monde byzantin, et en particulier les soieries, faisaient à cette époque dans un monde occidental qui est en pleine croissance économique, avec une élite qui a des moyens et donc qui est très friande de ces objets de luxe. Le schéma romanesque pourrait donc signifier la relation, la relation maintenue entre l'Italie du Sud et l'Empire byzantin et la fascination que cet Empire byzantin, comme producteur d'objets de luxe, pouvait avoir en Occident. Alors, ça je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Voilà, je suis allée un peu vite sur mes diapositives. Alors, je suis allée voir dans la bibliographie, en particulier auprès d'une spécialiste des tissus byzantins et de leur circulation en Occident, Marielle Martignani-Reber, qui est suisse. Et donc, je me suis imprégnée en fait de tout ce qu'on sait sur la circulation de ces soieries et de ces broderies byzantines en Occident. On connaît depuis longtemps la présence importante des tissus byzantins, des tissus de prix en Occident, où ils ont été importés soit parce qu'ils étaient achetés dans l'Empire byzantin par des ambassadeurs, des pèlerins, des marchands, soit parce qu'ils relevaient de cadeaux diplomatiques, et ça on a de nombreuses attestations, qui incluent très souvent dans ces relations entre le monde byzantin et l'Occident des dons de reliques, et les reliques, pour les transporter, on les enveloppait dans des soieries brodées, qui étaient considérées comme moins précieuses et moins importantes que les reliques, mais enfin tout de même. Et ce qui fait que, à l'heure actuelle encore, un grand nombre de tissus brodés byzantins sont conservés dans les trésors des cathédrales françaises. Parce qu'ensuite, donc d'abord ils ont été conservés pour emballer ces reliques, ensuite ils ont pu servir ils ont été remployés à toute autre chose, ils ont même servi de linceul parfois, on a des évêques qui se font enterrer avec des soieries byzantines, ou alors ils restaient dans les trésors des cathédrales. Et si au musée du Louvre, à l'heure actuelle, on a des soieries byzantines, c'est parce que ça faisait partie de cadeaux diplomatiques et d'envois de reliques enveloppées dans des soieries byzantines. Dans le monde byzantin, et c'est ce qui faisait la réputation des draps byzantins, c'est la qualité des matériaux qui prime. Comme le dit Marielle Martignani-Reber, on peut supposer avec vraisemblance que les matières de luxe prévalaient sur la qualité du tissage. Toujours est-il qu'au XIe, XIIe, XIIIe siècle encore, la soierie de grande qualité, la teinture en pourpre, les fils d'or, les additions de matériaux précieux au tissu, des perles, des émaux, etc., constituaient des éléments de prix identifiés à un art proprement byzantin du textile et dont les plus beaux éléments étaient rattachés à la détention du pouvoir, puisque certains de ces éléments, notamment le fait d'être en soie et le fait d'être teinté en pourpre, relevaient du monopole impérial de l'empereur byzantin sur la fabrication. C'est-à-dire qu'il n'y avait que les ateliers impériaux qui avaient le droit de produire des soieries pourpres. Elles n'avaient pas le droit de passer dans le commerce, d'être vendues. Elles ne pouvaient qu'être données par l'empereur en cadeau à des ambassadeurs, des pèlerins, etc. Et donc, vraiment, et c'est ce qui faisait le prix de ces tissus, c'est non seulement leur qualité, mais c'est aussi leur historique et le fait qu'elles dépendaient du pouvoir impérial. Ah oui. Alors, que la Pouille, même après être sortie de l'Empire byzantin, puisse briller dans l'imaginaire occidental de la fin du XIIe ou du XIIIe siècle comme une zone de circulation de prestigieux tissus byzantins, ne doit pas étonner. Les premiers marchands à commercer avec l'Orient occidentaux, ce sont les marchands italiens. Ce sont les Vénitiens, ce sont les Pisans, ce sont les Génois, mais ce sont aussi les Amalfitains, les Salernitains et les commerçants de Pouille. Et ils ont évidemment maintenu tout au long du Moyen-Âge ces relations commerciales. C'était l'Italie, et l'Italie du Sud était une zone majeure d'importation des soieries et des tissus byzantins de luxe. Et la Pouille était une plaque tournante du commerce entre l'Italie et l'Empire byzantin. Et on sait aussi qu'au moment de l'arrivée des premiers Normands, au tout début du XIe siècle, le fait pour les Normands de posséder depuis l'Italie du Sud des tissus précieux a été un des moteurs de la conquête normande. Alors là, vous voyez sur la diapositive une petite citation d'un moine du Mont Cassin qui a écrit une chronique qu'on ne connaît qu'en ancien français. Elle a été traduite au XIVe siècle en ancien français. On a perdu l'original latin, ça n'a pas d'importance.
Et vous lisez, donc les Salernitains envoyèrent en effet leur message avec les Normands victorieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, ils ont embauché des mercenaires normands qui les ont aidés. Et alors le prince de Salerne a dit aux Normands, mais restez, vous êtes tellement super pour faire la guerre. Et ils ne voulaient pas. Alors il a dit, bon, on va vous renvoyer, mais n'hésitez pas à faire de la publicité autour de l'Italie du Sud pour dire comme c'est bien et pour dire que comme mercenaire, on peut bien gagner sa vie. Alors, les Normands ne sont pas ici présentés comme des mercenaires, mais comme de pieux pèlerins, mais en fait, on sait que ce sont des mercenaires. Donc, le texte dit « Les Salernitains envoyèrent en effet leur message avec les Normands victorieux, qui reviennent en Normandie, et ils envoyèrent des cédrats, des amandes, des noix confites, des draps de soie de Byzance, des instruments de fer ornés d'or. Ainsi, ils les convièrent à venir dans la terre où coule le lait, le miel et tant de belles choses, et les Normands vainqueurs attestèrent dans leur pays que toutes ces déclarations étaient véridiques. » Donc on voit que le fait d'avoir reçu comme pour prix de ses services des tissus précieux de draps de soie de Byzance était tout à fait important, était très attractif. C'était vraiment des objets vraiment attractifs pour les populations occidentales, et tout ça, ça se passe en Italie du Sud. Alors, tout ça, ça fait... Petite digression, Roger II, qui n'arrêtait pas de faire la guerre à l'Empire byzantin, dans une de ses expéditions en 1147, on le sait, a enlevé des tisserands qu'on appelle des soyeux, des tisserands de la soie byzantins de Thèbes en Grèce. Il les a enlevés pour les faire travailler dans les ateliers royaux de sa capitale, Palerme, en Sicile. Tout ça, ça invite à reconsidérer ce que je vous montre maintenant, c'est-à-dire le splendide et très célèbre, enfin pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'Italie au Moyen-Âge, très célèbre manteau d'apparat du roi Roger II qui est actuellement conservé au Kunsthistorisches Museum de Vienne. Pourquoi? Parce qu'en fait, par le biais de Frédéric II, c'est passé au trésor des empereurs germaniques et tous les empereurs s'en sont servis pour leur couronnement jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. C'est un manteau qui fait 1,50 m de diamètre, qui pèse 35 kg et qui est précisément daté par une inscription qu'on voit assez mal sur la diapositive, qui court tout le long du bord du manteau en arabe et qui indique, avec une datation en année de l'hégire, que le manteau a été fait dans l'atelier le Tiras de Palerme pour Roger II en 1133-1134. Donc après le couronnement, il n'a pas servi pour le couronnement du roi en 1130, mais juste après, mais il a été confectionné avant que Roger II n'enlève les soyeux de Thèbes en 1147. Alors quand on voit ce manteau, on se dit, mon Dieu, quel beau manteau arabe, quel beau manteau islamique. On le dit à cause de l'iconographie, là vous avez sur les deux côtés, séparés par un palmier, à chaque fois un lion en train de dévorer un chameau. Et puis, comme c'est une inscription en arabe, on se dit, ah ben oui, c'est un pur produit de l'iconographie islamique. L'interprétation, alors je vous montre quelques détails. Donc vous avez aussi des émaux insérés. Puis comme vous le voyez, en fait, il y a des perles, une quantité infinie de perles qui sont rajoutées, rebrodées dessus. Voilà, vous avez ici un détail du palmier. Donc il faut voir que tous les contours des lions, des chameaux et du palmier sont sont rebrodés de perles, de fils d'or. Enfin, c'est vraiment exceptionnel. Alors, une récente étude d'une historienne de l'art anglaise, Claire Vernon, propose de ne pas s'arrêter à l'esthétique visuelle, mais de se pencher sur les matériaux, puisque ce sont les matériaux qui comptent dans la perception de ces objets précieux chez les contemporains au Moyen-Âge. Et elle a examiné les fils d'or, vu leur composition, elle a examiné les perles, et la pourpre, la broderie au fil d'or, les plaques d'émaux, les pierres, etc. Et elle a montré que les plaques d'émaux avaient été réalisées dans les ateliers royaux en Sicile, mais que tous les autres matériaux sont d'importation de Constantinople. Et c'est-à-dire que, en gros, même si l'iconographie nous fait penser au monde islamique, en fait, là, le matériau, la matière, le manteau lui-même, la pourpre, l'or, la forme du manteau, qui fait penser à une chlamyde, tout ça, ça rappelle plutôt Byzance pour les contemporains. Par ailleurs, moi j'ajouterais ce que dit pas Claire Vernon, que le palmier, le lion, le chameau sont des motifs iconographiques exactement sous ces formes-là, y compris dans le monde byzantin.
Pourquoi? Parce qu'en fait, ces deux sphères, le monde islamique et le monde byzantin médiéval, ont puisé à la même racine de l'iconographie de prestige, qui est la Perse. À partir du 7e siècle, en fait, on sait que l'Empire byzantin se persianise en quelque sorte, y compris du point de vue de l'iconographie, des rituels de cour, la présence d'eunuques, etc. Et évidemment, c'est la même chose se produit lorsque l'Empire islamique conquiert la Perse. Ils sont absolument fascinés par le monde perse et ils adaptent et adoptent l'iconographie perse. Et donc, comme les deux empires ont strictement les mêmes racines iconographiques, on peut se méprendre parce que ce que nous assimilons à de l'iconographie islamique, c'est de l'iconographie perse, tout simplement, et qui est courante dans le monde byzantin. Bref, donc la relecture très intéressante de Claire Vernon va plutôt rattacher l'objet dans ses matériaux, dans leur origine, dans la dextérité de la broderie d'or sur soie à l'Empire byzantin. Et puis surtout, il y a le manteau lui-même. C'est un manteau pourpre rehaussé d'or qui fait penser dans le cérémonial byzantin au port de ce même type de cape de soie pourpre rehaussée d'or que l'on appelle la chlamyde. Et dont vous avez ici une représentation, elle est très intéressante parce qu'elle représente Georges d'Antioche, qui est le premier ministre de Roger II, et qui, dans cette mosaïque d'une petite église qu'il a créée, qu'il a fondée à Palerme, se fait représenter au pied de la Vierge avec une chlamyde d'or surbrodée une chlamyde de pourpre rebrodée d'or. Et on sait que Roger II, sous le titre d'émir des émirs, donc premier ministre Georges d'Antioche, je mélange les pinceaux, Georges d'Antioche, émir des émirs de Roger II, est le grand créateur, en fait, de l'idéologie royale de Roger II. C'est lui qui est derrière les manettes et qui est derrière les représentations tant arabes que byzantines du souverain. Bref, quoi qu'il en soit, c'est un chef-d'œuvre forcément vu comme oriental. Donc l'Occident, qui connaît une quantité impressionnante de soieries byzantines tissées, rebrodées, en circulation, pour les raisons que j'ai déjà dites, ne peut qu'assimiler ce manteau à une œuvre plutôt, enfin, orientale en tout cas, méditerranée orientale, c'est à coup sûr, mais très probablement, en raison de la réputation de ces tissus et des matériaux, plutôt comme un chef-d'œuvre d'art byzantin. Si on accepte les reconstructions de Claire Vernon, qui dit que le premier usage de ce manteau, ça a été en 1135, quand Roger II a investi ses fils, et notamment Roger III, son fils aîné, du duché de Pouille, eh bien, on peut se rendre compte que le public qui a le premier vu ce manteau, eh bien, c'est la population de la Pouille en 1135. C'est pas la Sicile, en gros, c'est pas le monde encore très marqué par la culture islamique de la Sicile normande, c'est bien la Pouille. Et qui leur faisait penser sans doute plus à l'Empire byzantin qu'au monde islamique. Alors, si j'ai une petite digression au sujet des motifs, la fastueuse robe de l'impératrice Liénore, par laquelle j'ai commencé, dans le Guillaume de Dole, est ornée des événements majeurs de la guerre de Troie. C'est ce qui est marqué dans l'extrait que je vous ai proposé dans la première diapositive. Aucun cycle sur Troie n'a été retrouvé en décor de tissu byzantin, mais ça ne veut absolument pas dire que ça n'existait pas, on a eu tellement de pertes. C'est un motif récurrent dans les œuvres de fiction de l'époque. L'histoire de Troie est par exemple présente sur la tente d'Alexandre dans le roman d'Alexandre de Paris. Elle est sculptée sur des coupes dans le conte de Floire et Blancheflore. Enfin, elle est brodée. Dans Galleran de Bretagne, l'histoire de Troie orne le riche drap que Jante, la mère de Frêne, déterminée à abandonner sa fille, met dans le berceau où sera couché l'enfant. C'est le thème récurrent de « on couche un enfant abandonné, mais avec des signaux qui vont pouvoir permettre de reconnaître son origine royale quand il sera grec à Troie ». De Benoît de Sainte-Maure, qui écrit vers 1165 et dont il reste une soixantaine de manuscrits, c'est-à-dire que c'est un vrai succès éditorial. Le roman de Troie a connu une diffusion extraordinaire grâce à des mises en prose, des traductions, et son influence sur la littérature européenne se fait sentir jusqu'au XVe siècle.
Ce mythe fondateur du roman antique, le roman de Troie, est inlassablement repris par les romans qui lui assignent à chaque fois un rôle précis dans la logique interne du texte. Dans le Guillaume de Dole, il s'agit sans doute d'une fonction institutionnelle qui en fait du roman de Troie, un rapport avec la Grèce. Or, il se trouve que c'est très amusant, mais Roger II, il est souvent appelé le tyran de Sicile, en faisant référence au tyran antique Denis de Syracuse, qui était un grec, et Bernard de Clairvaux dit à propos de lui, cite Virgile, Timéo Danaos et Dona Ferentes, je crains les Grecs, surtout quand ils font des cadeaux, pour dire aux paysans de se méfier de Roger II. Tout ça pour vous dire qu'en gros, on est dans une masse d'indicateurs là, qui font vraiment penser à un imaginaire qui considère la Pouille comme un des endroits de la relation avec le monde byzantin. Alors, que penser de la mystérieuse reine de Pouille ? Évidemment, elle n'est pas l'incarnation d'une reine réelle, elle doit faire surgir une connivence auprès du lecteur par références composites qui peuvent même associer différentes figures historiques. L'intérêt étant que le monde du roman est le même que celui des réseaux de ces reines historiques, c'est-à-dire franco-plantagenets, enfin la France capétienne, l'Angleterre des Plantagenets, l'Empire germanique et le royaume de Sicile. Si on entend par Pouille le royaume du Sicile, puisque ça se faisait à l'époque, on parlait du royaume de Pouille ou de la reine de Pouille pour dire le royaume de Sicile ou la reine de Sicile, de nombreuses candidates peuvent être associées à la fameuse reine de Pouille du roman du Guillaume de Dole. Mais Sibylle d'Acéra est la seule réputée à avoir, elle est la seule dont on dit quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'elle sait le grec. Sibylle d'Acéra, la femme du dernier roi Hauteville de Sicile, Tancrède, en fait, elle doit affronter la tentative de conquête, qui va réussir d'ailleurs, de l'empereur germanique Henri VI, qui va conquérir le royaume de Sicile. Alors qu'elle est séparée de son mari, ils correspondent entre eux en grec, qui est une langue codée en fait, pour ne pas être compris d'éventuels intercepteurs de leur correspondance. On a d'autres candidates qui peuvent être associées à la reine de Pouille, Constance de Hauteville, la femme de Henri VI, qui a été reine de Sicile de 1194 à 1198 et qui a été prisonnière de Sibylle d'Acéra. Et puis n'oublions pas les reines de Sicile avant Sibylle et surtout Jeanne d'Angleterre, la fille d'Henri II Plantagenet et d'Aliénor d'Aquitaine, Liénor, voilà, et qui a épousé Guillaume II et est devenue reine de Sicile à la fin du XIIe siècle. Et puis cette Sibylle d'Acéra, donc associée à la Pouille par son mari, Tancrède de Lecce, et qui a été, alors une fois qu'elle a été défaite par Henri VI, qui est vraiment devenu roi de Sicile, en 1194, Sibylle a été envoyée en exil sur les terres des Hohenstaufen en Alsace, au Hohenberg, c'est-à-dire le mont Saint-Odile à l'heure actuelle. Et le chroniqueur, c'est à ce moment-là d'ailleurs que vous voyez, voilà, Sibylle qui reçoit une lettre en grec, c'est super. Et puis le fameux chroniqueur Othon de Saint-Blaise dont je vous ai parlé, qui écrit autour des années 1220 et qui l'appelle la reine de Pouille au moment où elle est exilée. Voilà, Reginamque Apuliae, uxorem Tancredi Sibyliam nominée, donc Sibylle, la reine de Pouille, femme de Tancrède, qui est exilée au Hohenberg, c'est-à-dire au mont Saint-Odile, où elle reste plusieurs années, comme ça, recluse. Elle ne peut en sortir, en fait, qu'après la mort d'Henri VI. Donc c'est assez intéressant, parce qu'on a une longue réclusion d'une reine de Pouille, qui a pu fournir le motif de la patiente broderie de la reine de Pouille sur la robe que va porter Liénor pour son mariage. Est-ce qu'il est, au bout du compte, pertinent de rechercher un personnage historique derrière une allusion bien vague dans un roman ? L'auteur du Guillaume de Dole avait entendu parler de Sibylle d'Acéra. En fait, il est impossible de l'affirmer. Il est amusant de tracer des liens entre une figure romanesque et des personnages historiques, mais on ne peut guère aller au-delà. En revanche, ce à quoi on peut arriver, c'est qu'il y a un intérêt manifeste dans les romans pour la Pouille, au sens restreint et au sens large d'Italie du Sud, entre la fin du XIIe et le début du XIIIe siècle,
c'est-à-dire qu'on a un imaginaire géographique pour servir de décor à des romans qui vont renouveler le roman en langue française, pour sortir un peu de cette matière de Bretagne qu'on a un peu épuisée là, au fil du temps, à force de décrire les Chevaliers de la Table Ronde, le cycle arthurien, etc. On renouvelle en fait le roman, et c'est pas du tout les romans de croisade, hein. On est dans un autre type, une autre matière, avec cette matière de Pouille. Ça va se faire en plusieurs étapes. Dans un premier temps, l'Orient byzantin est incorporé à la matière de Bretagne, et ça se fait par un roman qui est d'ailleurs au programme de l'agrégation de lettres cette année, le Cligès de Chrétien de Troyes. Et ça, c'est un des acquis des travaux des historiens de la littérature byzantine qui ont mis en valeur un tournant littéraire dont ils ont attribué l'origine à la présence d'Aliénor d'Aquitaine en compagnie de son premier mari, le roi de France Louis VII, à Constantinople au cours de la Seconde Croisade. Elle a accompagné son mari à la Seconde Croisade, ils sont passés par Constantinople, et à partir de là, certains thèmes provenant des romans byzantins, en fait, semblent se transposer dans les romans, et en particulier dans le Cligès de Chrétien de Troyes. Il s'agit évidemment d'un monde byzantin imaginaire, plus que réellement documenté, mais c'est probablement parce que Aliénor, en revenant en Occident, eh bien, a emporté avec elle des extraits, ou traduits probablement, de romans byzantins, et ce qui a renouvelé le roman français. Dans un second temps, la matière de Pouille tend à remplacer la matière de Bretagne avec une mode sicilienne qui déferle dans les romans français du dernier quart du XIIe siècle, juste au moment où une princesse Plantagenet, la fille d'Henri II d'Angleterre, Jeanne, épouse Guillaume II, roi de Sicile. Pourquoi ce nouvel espace? Mon interprétation, c'est que le contexte historique joue sans doute un rôle extrêmement important. C'est-à-dire que l'Italie méridionale, qui était une terre de compétition, je vous l'ai dit, entre l'Empire germanique, l'Empire byzantin et la papauté, et les ambitions des papes et les conquêtes normandes, eh bien, cette Italie méridionale, elle sort au milieu du XIIe siècle avec une unité politique institutionnelle et des rois qui ont des palais, se font représenter en empereur byzantin, ont des palais à la mode islamique, ont des tissus prodigieux, enfin des vêtements prodigieux, des soieries brodées d'importation constantinopolitaine. Tout ça pour vous dire que l'intrusion de la géographie de l'Italie du Sud dans le tissu romanesque dessine en filigrane l'impact des bouleversements géopolitiques. En particulier, donc, nos romans, l'ombre, en fait. Alors, tout ça, ça veut dire qu'on ne peut pas dater les romans de fiction avec les quelques éléments historiques qui pourraient s'y promener. Ça, c'est une méthodologie qui ne prend pas compte du fait qu'il y a la transposition imaginaire se moque de la réalité historique précise. En revanche, ce qui est clair, c'est que l'introduction de l'Italie du Sud dans la fiction romanesque montre l'importance de l'Italie du Sud dans la géopolitique occidentale. On a les Normands, bien entendu, l'érection du royaume de Sicile en 1130, les grandes luttes avec l'Empire à la fin du XIIe siècle. Et on a cette figure, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que la transposition, ou plutôt la place de l'Italie du Sud dans les romans, au début du XIIIe siècle, reflète la fascination probable que le jeune Frédéric II a eue en Occident. C'est-à-dire que l'espace imaginaire d'Italie du Sud repose probablement sur une attention de l'Occident à un espace qui concentre tous les enjeux géopolitiques occidentaux aux années 1200-1220, le royaume de Sicile avec ce jeune Frédéric II qui est roi de Sicile, qui va conquérir la couronne impériale en 1220 au prix d'un long séjour en Allemagne. Et voilà, on sait qu'en 1212, les soutiens de son compétiteur Othon IV de Brunswick avaient dénigré le jeune prince avec l'expression de puer Apuliae. Il n'empêche qu'à la fin de la course, c'est lui qui gagne la couronne impériale. Il se trouve que, parallèlement, en 1208, vous avez la croisade contre les Albigeois. Donc les troupes du roi de France, enfin, ce n'est pas lui qui les envoie, enfin des troupes de la France du Nord qui vont mettre à sac le sud-ouest de la France et effacer le pouvoir du comte de Toulouse. À partir de ce moment-là, les Trouvères, qui étaient au service du comte de Toulouse, n'ont plus de protecteurs. Ils vont tous rejoindre le train de voyage de Frédéric II qui, en 1220, redescend d'Allemagne, tout jeune empereur et roi de Sicile. Ils vont se mettre au service de la cour de Frédéric II
Et ils vont évidemment amplifier le phénomène Frédéric II du point de vue poétique et romanesque dans tout l'espace occidental. Et la cour de Frédéric II va être un des grands centres de production de la littérature en langue vernaculaire, de l'invention du sonnet, on sait que c'est là, ça s'est fait, etc. C'est-à-dire qu'il y a un bouillonnement à la fois géopolitique et littéraire, les deux se superposant, et qui sont vraiment liés à la figure de ce souverain fascinant. Pour conclure, la Pouille a été cet espace de naissance d'un royaume orientalisant et interconnecté qui, dès 1130, a semblé marquer les esprits, et puis un espace de prédilection d'un souverain, un jeune souverain qui a d'emblée été considéré comme exceptionnel. L'apparition de la Pouille au XIIIe siècle, fin XIIe, XIIIe siècle, dans l'espace romanesque et fictionnel que cette nouvelle matière de Pouille contribue à renouveler, semble signifier davantage une ouverture imaginaire quand même qu'un transfert de la réalité historique. Mais en même temps, ça montre l'attention des auteurs des romans à la géopolitique de leur temps. Je vous remercie.